L'après-midi du 14 septembre 1978, il se produisit quelque chose dans un restaurant McDonald's à Alexandria, en Virginie, qui allait mettre au jour une importante opération de renseignement soviétique menée dans l'ombre de la capitale américaine. Le restaurant se trouvait juste à la sortie de la route 1 aux États-Unis, un axe très fréquenté reliant Washington, D.C., aux vastes banlieues du nord de la Virginie, et il servait un flux constant de fonctionnaires de militaires et de sous-traitants qui y passaient quotidiennement. L'établissement était coincé entre une station-service et un petit centre commercial, mais ce qui s'y déroulait, caché au vu et au su de tous, n'avait absolument rien d'ordinaire, et ce ne fut pas, grâce à une surveillance sophistiquée, ni à des agents fédéraux que cela fut découvert, mais grâce à une employée qui remarqua quelque chose d'inhabituel. Cette employée était une jeune femme de 23 ans, nommée Patricia Martinez, qui travaillait au McDonald's depuis un peu plus d'1 an. Ses responsabilités incluaient la prise de commande, la tenue de la caisse et le nettoyage périodique de la salle, en essuyant les tables, en balayant le sol et en vidant les poubelles. C'est au cours de l'un de ces tours de nettoyage vers 14h30 que quelque chose attira son attention. Un homme d'une quarantaine d'années, portant un costume sombre et des lunettes, était assis dans une banquette au fond de la salle depuis environ 20 minutes. Il semblait être seul, mangeant lentement et jetant parfois un coup d'œil à sa montre, le genre de client qui ne paraissait pas pressé de partir. Puis un deuxième homme entra. Il était plus jeune, peut-être à la fin de la trentaine, avec des cheveux foncés et une carrure plus massive. Il commanda au comptoir, prit son repas, s'assit de l'autre côté de la salle et commença à manger. Les deux hommes ne se reconnurent jamais, pas de regard, pas de geste, pas un mot échangé. Pour un observateur occasionnel, ils n'étaient en que deux inconnus, déjeunant au même endroit, au même moment. Mais ce qui se passa ensuite suggéra autre chose. L'homme plus jeune termina son repas, rassembla les restes dans le sac en papier brun et se leva. En passant devant la poubelle, près de la sortie, il posa soigneusement le sac sur le dessus du réceptacle, non pas à l'intérieur, puis quitta le restaurant sans se retourner. Quelques secondes plus tard, l'homme plus âgé se leva, se dirigea directement vers la poubelle, prit le sac et sortit à son tour. Patricia, qui essuyait une table, s'arrêta, le chiffon à la main, essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir. C'était étrange, certes, mais était-ce plus que cela? Peut-être l'homme plus jeune avait-il oublié quelque chose dans le sac, peut-être l'homme plus âgé était-il venu le récupérer pour lui. Peut-être étaient-ils venus ensemble, et elle ne l'avait pas remarqué. Elle reprit son travail, et à la fin de son service, l'incident s'était fondu dans le bruit de fond de la journée. 3 semaines plus tard, cela se reproduisit. Le 5 octobre 1978, les deux mêmes hommes revinrent au McDonald's, et la scène se déroula exactement de la même manière. L'homme plus âgé arriva vers 14h, s'assit le long du mur du fond, commanda à manger et attendit. 20 minutes plus tard, l'homme plus jeune entra, commanda au comptoir, s'assit à part et mangea. En partant, il posa de nouveau son sac en papier brun sur le dessus de la poubelle près de la sortie, et quelques secondes après, l'homme plus âgé se leva, le récupéra et s'en alla. Cette fois, Patricia fut certaine qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Le timing était trop précis, les mouvements trop méthodiques. Les deux hommes exécutaient une routine et faisaient tout pour ne pas être vus ensemble. Elle en parla à son frère ce soir-là, Michael Martinez, agent de sécurité dans un bâtiment fédéral à Arlington, pensant qu'il pourrait prendre cela au sérieux. Mais il réagit avec légèreté, presque avec moquerie, suggérant à moitié en plaisantant
que Patricia avait peut-être surpris des espions opérant depuis un McDonald's, ce qui semblait assez absurde pour que la conversation passe à autre chose. Pourtant, Patricia ne parvenait pas à se défaire de l'impression que ce qu'elle avait vu était intentionnel, que cela signifiait quelque chose de plus que les explications innocentes de son frère. Elle décida que si cela se reproduisait, elle observerait de plus près et chercherait quoi faire. Cette décision de prendre l'observation au sérieux, de la considérer comme quelque chose qui méritait une enquête, plutôt que de la rejeter comme une coïncidence ou de la paranoïa, allait devenir le fil qui déferait une opération de renseignement active en Virginie du Nord depuis au moins le printemps 1976, peut-être même plus longtemps. Le 26 octobre, l'occasion d'observer davantage se présenta. L'homme plus âgé arriva le premier comme toujours et prit place dans une banquette au fond de la salle. Cette fois, Patricia avait demandé l'aide d'une collègue, une femme nommée Lisa Harmon, qui travaillait au McDonald's depuis environ 6 mois et en qui Patricia avait suffisamment confiance pour l'impliquer dans ce qui pouvait encore n'être qu'une fausse alerte. Les deux femmes se placèrent de manière à pouvoir voir à la fois l'homme plus âgé et l'entrée, puis elles attendirent. 20 minutes plus tard, l'homme plus jeune entra, commanda à manger et alla s'asseoir dans une banquette de l'autre côté du restaurant pour commencer son repas. Patricia et Lisa l'observèrent sans attirer l'attention, continuant leurs tâches habituelles, tout en gardant les deux hommes dans leur champ de vision périphérique. Lorsque l'homme plus jeune termina de manger, il s'essuya les mains avec une serviette et commença à rassembler les restes de son repas dans le sac en papier brun. Mais juste avant de refermer le sac, il glissa sa main dans la poche de sa veste, en sortit quelque chose de petit, trop petit et trop rapide pour que Patricia ou Lisa puissent l'identifier clairement, puis le déposa dans le sac avant de le fermer. Il se leva, marcha jusqu'à la poubelle près de la sortie et posa le sac sur le dessus, puis quitta le restaurant. Quelques secondes plus tard, l'homme plus âgé se leva, alla directement à la poubelle, ramassa le sac et sortit à son tour. Patricia et Lisa échangèrent un regard. La question silencieuse entre elles était évidente. Qu'y avait-il dans ce sac? Le fait que l'homme plus jeune y ait ajouté quelque chose avant de partir, quelque chose qu'il avait apporté avec lui et gardé dans sa poche, transformait la scène d'une simple étrangeté en une véritable source de suspicion. Au cours des 2 semaines suivantes, les deux femmes discutèrent de ce qu'elles avaient vu et élaborèrent un plan. La prochaine fois que l'échange se produirait, Patricia se positionnerait près de la poubelle, feignant de nettoyer ou de réapprovisionner les fournitures. Et au moment même où l'homme plus jeune poserait le sac et sortirait, elle s'en saisirait et s'en débarrasserait, avant que l'homme plus âgé ne puisse le récupérer. Ensuite, à l'arrière du restaurant, loin des clients et de tout témoin potentiel, elles ouvriraient le sac pour voir ce qu'il contenait. C'était risqué, et il y avait une chance que l'homme plus âgé la confronte ou provoque un incident. Mais Patricia se dit que si cela arrivait, elle pourrait simplement jouer l'ignorance et affirmer qu'elle ne faisait que son travail et qu'elle n'avait pas réalisé que le sac appartenait à quelqu'un, le prenant pour un déchet laissé par un client négligent. Le 9 novembre 1978, le plan fut exécuté. L'homme plus âgé arriva le premier comme toujours et s'assit dans une banquette près des fenêtres d'où il pouvait surveiller l'entrée. 20 minutes plus tard, l'homme plus jeune entra et Patricia se plaça immédiatement près de la poubelle avec un chiffon et un spray nettoyant, faisant semblant d'essuyer la zone et de réorganiser les distributeurs de serviettes. Lorsque l'homme plus jeune termina son repas et se dirigea vers la sortie, sac en main, Patricia bougea lentement, délibérément, gagnant du temps,
tout en donnant l'impression d'agir naturellement. Il posa le sac sur le dessus de la poubelle et sortit. Patricia attendit exactement 3 secondes, juste assez pour qu'il franchisse la porte, et entre dans le parking, puis elle s'empara du sac, le poussa au fond de la poubelle, sortit le grand sac poubelle, plein le noix, et commença à marcher vers l'arrière du restaurant. Une voix s'éleva derrière elle, calme mais insistante. Patricia se retourna et vit l'homme plus âgé debout, son expression neutre, mais ses yeux fixés sur le sac poubelle qu'elle portait. Il lui dit qu'il pensait qu'elle venait de jeter sa nourriture qu'il l'avait laissée sur la poubelle et revenait la récupérer. Patricia garda un ton léger et désolé, expliquant qu'elle ne savait pas que le sac appartenait à quelqu'un, qu'il était désormais dans la poubelle et mélangé au reste, et qu'elle pouvait lui offrir un remboursement ou lui permettre de recommander un repas. La mâchoire de l'homme se crispa légèrement, et il demanda si elle pouvait simplement ouvrir le sac pour qu'il vérifie. Patricia répéta qu'une fois un objet jeté, les règles d'hygiène l'empêchèrent de le récupérer, qu'il était déjà contaminé par le reste des déchets, mais qu'elle serait heureuse de lui offrir un remboursement ou un repas de remplacement. Il y eut une pause, un moment, où l'homme sembla peser ses options, évaluant si insister attirerait plus d'attention que cela n'en valait la peine. Puis il secoua la tête et lui dit que ce n'était pas nécessaire, avant de quitter le restaurant, son pas légèrement plus rapide qu'au moment où il s'était levé. Patricia le regarda s'éloigner, puis continua son chemin vers l'arrière du bâtiment. Dans la réserve, à l'écart de la salle et du comptoir, Patricia et Lisa verrouillèrent la porte derrière elles et ouvrirent le sac poubelle. Elles en sortirent des serviettes, des gobelets en plastique, des emballages gras, et enfin le sac en papier brun. Patricia l'ouvrit avec précaution, les mains légèrement tremblantes, et plongea à l'intérieur. Ce qu'elle en sortit étaient 2 petites photographies, chacune ne mesurant que quelques centimètres imprimés sur ce qui ressemblait à du papier photo standard. Les images montraient ce qui semblait être des pages de documents dactylographiés, des colonnes de données, des schémas techniques, des tampons et des marques visibles dans les coins, laissant clairement entendre qu'il s'agissait de documents officiels classifiés. La mise en page était reconnaissable entre toutes, pour quiconque avait déjà vu des dossiers gouvernementaux ou de la documentation militaire. Ce n'étaient pas des photos personnelles, c'étaient des images de matériaux classifiés, le genre d'information qui ne devrait jamais exister, en dehors d'un site sécurisé encore moins dissimulé, dans un sac de fast-food, pour être échangé entre 2 hommes dans un restaurant public. La décision fut immédiate. Il fallait signaler cela au FBI, et il fallait le faire au plus vite. Patricia et Lisa remirent les photographies dans le sac, le scellèrent dans un sachet plastique plus grand pour préserver toute trace éventuelle. Puis Patricia téléphona au bureau local du FBI à Alexandria, plus tard dans l'après-midi, après son service, une fois loin du restaurant. L'agent qui prit l'appel sembla d'abord sceptique. Les histoires d'activités d'espionnage découvertes par des employés de fast-food n'étaient pas exactement le type de signalement qui débouchait sur de grandes enquêtes. Mais lorsque Patricia décrivit les photos et proposa de les apporter au bureau, le ton de la conversation changea. Un rendez-vous fut fixé pour le lendemain matin, et Patricia, ainsi que Lisa, reçurent pour instruction de ne parler de leur découverte à personne, même pas aux autres employés du restaurant. Le 10 novembre, Patricia et Lisa se présentèrent au bureau du FBI et rencontrèrent 2 agents qui recueillirent leurs dépositions, examinèrent les photographies et posèrent des questions détaillées sur les 2 hommes, le timing des échanges et tout ce dont les 2 femmes pouvaient se souvenir. Les photographies furent enregistrées comme pièces à conviction,
puis envoyés aux analystes du laboratoire du FBI et aux spécialistes du contre-espionnage au siège de Washington. La confirmation arriva la semaine suivante. Les documents présents sur les photos étaient authentiques et ils semblaient y provenir du département de la Défense, plus précisément de dossiers liés à des systèmes de reconnaissance satellitaires et à des spécifications techniques classifiées, exigeant un niveau élevé d'habilitation. Ce que Patricia avait découvert n'était ni du vol mineur, ni un malentendu. C'était de l'espionnage, et un espionnage actif. Le 15 novembre 1978, une task force fut constituée pour s'occuper de l'affaire, dirigée par l'agent spécial Richard Kellerman, un vétéran du contre-espionnage avec plus de 15 ans d'expérience dans la traque des activités soviétiques sur le sol américain. Kellerman avait travaillé sur des dossiers à New York, Los Angeles et Washington, et il avait vu suffisamment de dead drops d'échanges furtifs et de signaux codés pour reconnaître en examinant les faits observés au McDonald's les marques d'un professionnel. L'évaluation était claire. Ce que Patricia avait observé était un dead drop classique, une méthode permettant de transférer des informations entre un agent infiltré et son officier traitant, sans nécessité de contact direct ni communication verbale, susceptible d'être interceptée. L'efficacité de la méthode résidait dans sa simplicité et sa plausibilité. Lorsqu'elle était exécutée correctement, elle ne laissait aucune connexion traçable entre les deux parties, et si l'une était compromise, l'autre pouvait disparaître sans jamais être liée à elle. Mais ce dead drop avait été compromis. Le sac avait été intercepté, et désormais, une opportunité existait de démanteler toute l'opération et d'identifier à la fois la source qui volait les documents et l'agent qui les recevait. Le plan élaboré par Kellerman et son équipe consistait à mener une surveillance au McDonald's pendant les heures où les échanges avaient eu lieu précédemment, c'est-à-dire d'après les observations de Patricia le jeudi après-midi, entre environ 14h et 15h. On estimait qu'un autre rendez-vous aurait lieu dans les 2 ou 3 semaines suivantes, à condition que le réseau n'ait pas été effrayé par l'échec de l'homme plus âgé à récupérer le sac le 9 novembre. Des agents du FBI seraient nés postés dans le restaurant en se faisant passer pour des clients, tandis que d'autres seraient stationnés dans des véhicules à l'extérieur, prêts à lancer une surveillance mobile dès que les 2 hommes quitteraient les lieux. L'objectif était d'observer l'échange, de suivre les 2 individus pour déterminer où ils allaient ensuite et de réunir suffisamment de preuves pour soutenir des arrestations et des inculpations solides devant un tribunal fédéral. L'opération de surveillance débuta le 16 novembre 1978 avec des agents se relayant afin qu'aucun visage ne devienne trop familier aux clients réguliers ou au personnel. Pendant la première semaine, il ne se passa rien. Le McDonald's accueillait son flux habituel de clients, des travailleurs en pause, déjeuner des familles, avec enfants des adolescents, après les cours. Mais aucun des 2 hommes décrits par Patricia n'apparut. La 2e semaine se déroula de la même manière. Au début de la 3e, la frustration commença à monter au sein de l'équipe. Certains pensaient que l'opération avait été compromise, que la confrontation entre l'homme plus âgé et Patricia avait éveillé suffisamment de soupçons dans le réseau soviétique pour qu'il ferme ce lieu d'échange. Kellerman, toutefois, croyait encore que le réseau tenterait de rétablir le contact et que la perte d'un seul échange ne suffirait pas à faire abandonner une méthode qui avait si bien fonctionné pendant si longtemps. Le 7 décembre 1978, l'instinct de Kellerman fut partiellement confirmé. L'homme plus jeune entra dans le McDonald's peu après 13h et l'information fut immédiatement transmise par radio à l'équipe de surveillance du FBI. Mais quelque chose était différent, cette fois,
quelque chose qui devint évident dès les premières minutes d'observation. L'homme paraissait nerveux. Il regardait autour de lui plus souvent que Patricia ne l'avait décrit. Ses mouvements étaient rapides et tendus, ses yeux balayant les tables comme s'il cherchait quelqu'un qui n'était pas là. Il commanda son repas. Au comptoir, sa voix fut entendue par l'agent infiltré, qui se trouvait quelques personnes derrière lui, puis alla s'asseoir à une banquette au fond du restaurant. Il commença à manger, mais son attention était manifestement ailleurs, revenant sans cesse à l'entrée, pour observer chaque personne entrant dans le restaurant. L'homme plus âgé n'arriva jamais. Les minutes passèrent 5, 10, 15. Toujours aucun signe de lui. L'homme plus jeune termina son repas, laissa ses déchets sur la table, au lieu de les déposer près de la sortie, puis quitta le restaurant. Les agents du FBI en véhicule banalisé déclenchèrent aussitôt la surveillance mobile le suivant, tandis qu'ils marchaient jusqu'à un parking situé à 3 pâtés de maisons, montés dans une berline récente, et prenaient la route en direction de la périphérie d'Alexandria. La filature se poursuivit pendant une vingtaine de minutes, les agents gardant une distance prudente pour éviter d'être repérés, jusqu'à ce que l'homme se gare finalement dans le parking d'un petit complexe d'appartements dans un quartier résidentiel près de Seminary Road. Les agents notèrent l'adresse, le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro du bâtiment dans lequel l'homme entra, puis mirent fin à la surveillance pour éviter tout risque d'exposition. Au cours des 2 semaines suivantes, la surveillance continua à la fois au McDonald's et près du complexe d'appartements où l'homme plus jeune s'était rendu. Une vérification des antécédents du véhicule révéla qu'il appartenait à un certain David Allen Baker, analyste technique de 38 ans, employé par un sous-traitant de la défense nommé Systems Analysis Corporation, détenteur de contrat, classifié avec le département de la Défense. Une enquête plus poussée montra que Baker disposait d'une habilitation de sécurité lui donnant accès à des matériaux sensibles liés au système de reconnaissance satellitaire, aux protocoles de communication et aux spécifications techniques d'équipement utilisés dans les opérations de renseignement. Il occupait ce poste depuis près de 4 ans, depuis le début de 1975. Son dossier de personnel ne présentait aucun signal d'alarme, aucun problème financier, rapporté, aucune sanction disciplinaire, aucun échec à un test polygraphique. Sur le papier, David Baker semblait être exactement le type d'employé fiable dont dépendaient les agences de défense pour faire fonctionner leurs programmes classifiés. Mais les preuves commençaient à raconter une autre histoire. L'homme plus jeune réapparut une dernière fois au McDonald's. Le 21 décembre, arriva seul, observa nerveusement la salle pendant quelques minutes, puis repartit sans interagir avec qui que ce soit. L'homme plus âgé, celui qui avait récupéré les sacs les 3 premières fois, ne revint jamais. Il devenait évident que quelque chose avait perturbé l'opération de façon profonde, et Kellerman décida d'avancer l'arrestation avant que la piste ne se refroidisse complètement, ou que Baker ne se rende compte de l'enquête et tente de fuir ou de détruire des preuves. Le matin du 23 décembre 1978, les agents du FBI exécutèrent un mandat d'arrêt fédéral et un mandat de perquisition au domicile de David Baker à l'aube. Baker fut arrêté alors qu'il quittait son appartement pour aller travailler, et les agents commencèrent immédiatement une fouille systématique des lieux. Ce qu'ils trouvèrent confirma les soupçons de l'enquête. Dans un placard de la chambre dissimulé sous une pile de couvertures, se trouvait un appareil photo 35 mm et plusieurs rouleaux de pellicule non développés. Dans un tiroir de bureau, les agents trouvèrent des notes manuscrites contenant des données et des spécifications techniques
correspondant à des matériaux auxquels Baker avait accès dans le cadre de son travail chez Systems Analysis Corporation. Dans la cuisine collée à l'intérieur d'un placard, au-dessus du réfrigérateur, ils découvrirent une enveloppe contenant près de 8 000 $ en espèces rangées en liasses de billets de 100. Baker fut conduite au bureau du FBI à Alexandria et placée dans une salle d'interrogatoire. Pendant les 3 premières heures, il ne dit rien invoquant son droit au silence et demandant un avocat. Mais au fil de la matinée qui devint après-midi, et à mesure que les preuves lui furent présentées méthodiquement, la détermination de Baker commença à vaciller. Après avoir consulté un avocat commis d'office et appris les peines potentielles encourues en vertu des lois sur l'espionnage, Baker accepta de coopérer avec les enquêteurs en échange d'une certaine clémence lors de la condamnation. Ce que Baker révéla au FBI durant les jours suivants confirma l'enquête tout en étant une source profonde de frustration pour Kellerman et son équipe. Baker admit qu'il photographiait des documents classifiés depuis environ 2 ans et demi depuis le printemps 1976, utilisant l'appareil découvert dans son appartement pour copier des dossiers auxquels son travail lui donnait accès. Il expliqua avoir été recruté par un homme qu'il ne connaissait que sous le nom de Victor, un individu qu'il avait abordé dans un bar du quartier de Dupont Circle à Washington, D.C., vers la fin mars ou début avril 1970. L'approche avait été progressive, professionnelle et soigneusement mesurée. Victor avait engagé la conversation, offert un verre à Baker, puis au fil des semaines, développé ce qui ressemblait à une véritable amitié. Ils s'étaient rencontrés plusieurs fois pour boire un verre toujours dans des endroits différents, toujours dans des lieux publics où le bruit ambiant couvrait les discussions et où la surveillance aurait été difficile. Finalement, Victor fit sa proposition. Il expliqua à Baker qu'il travaillait pour une organisation intéressée par certains types d'informations techniques des données que le gouvernement américain avait classifiées, mais qui selon lui ne devraient pas l'être car il s'agissait de connaissances scientifiques appartenant au monde entier. Victor présenta d'abord la demande sous un angle idéologique faisant appel au sens de justice de Baker et à sa frustration face à la bureaucratie gouvernementale. Mais lorsque cela n'eut pas l'effet espéré, il adopta un argument plus pragmatique. Il questionna Baker sur sa situation financière. Baker, alors confronté à des dettes et à des factures médicales liées à une opération récente de sa femme, admit que l'argent manquait. Victor lui offrit une solution, fournir des copies de certains documents, rien qui mettrait des vies en danger ou compromettrait des opérations militaires. Assurait-il seulement des spécifications techniques et des données permettant d'équilibrer le terrain de jeu entre les nations. En échange, Victor le paierait. Les montants commencèrent à 500 $ par échange, pour atteindre plus tard plusieurs milliers. Baker affirma devant les enquêteurs que sa motivation avait été principalement financière, qu'il était désespéré et que Victor avait exploité cette détresse. Mais selon le FBI, Baker savait parfaitement ce qu'il faisait et avait consciemment choisi de trahir son pays pour de l'argent. Le dead drop au McDonald's avait été conçu par Victor, mis en place à la fin de l'été ou au début de l'automne 1976, après des échanges initiaux effectués par d'autres méthodes que Baker ne pouvait pas décrire clairement ou prétendait ne pas se rappeler. Le système était simple, et comme Victor l'avait assuré presque infaillible, Baker photographiait les documents quand il le pouvait, développait les films avec les produits fournis par Victor, puis plaçait les photographies dans son sac McDonald's pendant sa pause déjeuner.
L'échange complet durait moins d'1 minute, sans communication verbale, sans contact visuel, sans interaction directe, pouvant être observé ou enregistré. Le système avait fonctionné sans incident pendant un peu plus de 2 ans, à travers des dizaines d'échanges, jusqu'à l'après-midi du 9 novembre 1978, lorsque Patricia Martinez avait saisi le sac avant que Victor puisse l'atteindre. Baker expliqua qu'il avait attendu dans le parking ce jour-là, comme il le faisait toujours après un dépôt pour vérifier si Victor récupérait le sac. Quand Victor était sorti du McDonald's les mains vides, Baker avait compris qu'un problème était survenu. Il avait alors suivi le protocole d'urgence établi par Victor, placer un signe spécifique sur un poteau électrique et attendre la réponse de Victor. Mais Victor ne répondit jamais. Lorsqu'on pressa Baker pour obtenir davantage de détails sur Victor, ces informations se révélèrent frustrantes, parfois même volontairement évasives. Il décrivit un homme d'une quarantaine d'années, d'environ 1,83 mètres, avec des cheveux bruns grisonnants aux tempes et un léger accent que Baker pensait est européen, peut-être russe, polonais ou tchèque. Mais au-delà de cette description physique, Baker déclara ne rien savoir d'utile, pas de nom de famille, pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, aucune information sur l'endroit où Victor vivait, travaillait, ni sur l'identité de couverture qu'il utilisait. Toute leur communication passait par un système de signaux, ne nécessitant aucun contact direct. Lorsque Baker avait des documents à transmettre, il plaçait un morceau de ruban adhésif rouge sur une boîte, aux lettres spécifiques, le long de la route 1, à environ 3 km au sud du McDonald's, un mardi donné. Et Victor répondait en laissant une marque, à la craie sur un poteau électrique, près du restaurant le mercredi, confirmant que l'échange aurait lieu l'après-midi suivante. Le FBI compara la description physique fournie par Baker avec sa base de données d'agents soviétiques connus ou suspectés d'opérer aux États-Unis. Une liste d'environ 40 correspondances possibles fut générée, mais aucune ne pouvait être liée de façon suffisamment certaine à l'homme décrit par Baker pour justifier une arrestation ou une enquête approfondie. Selon Kellerman, Victor opérait très probablement sous une couverture profonde, utilisant un alias et une légende soigneusement construite, capable de résister à une vérification superficielle et conçue pour ne laisser aucune trace administrative. La seule manière réaliste de l'identifier, conclut Kellerman, était de lui tendre un piège en utilisant Baker comme appât et espérer que la discipline opérationnelle de Victor finirait par faillir. Le 9 janvier 1979, avec la pleine coopération de Baker et sous supervision du FBI, un morceau de ruban adhésif rouge fut placé sur la boîte aux lettres désignée le long de la route 1, signalant à Victor que Baker avait de nouveaux documents à transmettre. Le FBI avait préparé un ensemble de faux documents, de fausses pièces, très convaincantes, imitant des dossiers classifiés liés au système de reconnaissance satellitaire, mais contenant des informations obsolètes ou volontairement erronées, donc inutiles pour les services de renseignement. Le plan consistait à ce que Baker suive exactement la même routine que lors de ses nombreux échanges précédents. Arriver au McDonald's l'après-midi du jeudi convenu, commander à manger, terminer son repas, poser son sac sur la poubelle près de la sortie, puis partir. Des agents du FBI seraient postés dans le restaurant et dans des véhicules à l'extérieur, prêts à intervenir au moment précis où Victor récupérerait le sac. Kellerman et son équipe arrivèrent sur place tôt le jeudi matin pour installer leur position. 2 agents se firent passer pour des clients, à l'intérieur l'un près de la fenêtre, donnant sur l'entrée l'autre dans les banquettes,
du fond, où Victor s'asseyait habituellement. 3 autres agents se stationnèrent dans des véhicules banalisés sur le parking. Une camionnette de surveillance, équipée de matériel radio, fut placée en face du restaurant, offrant une vue sur l'entrée et les accès depuis la route 1. Patricia Martinez et Lisa Harmon travaillaient ce jour-là et avaient été briefées, agir naturellement et éviter tout comportement qui pourrait alerter Victor ou un éventuel contre-surveillant. David Baker arriva au McDonald's peu après 14 heures comme prévu. Il commanda son repas et s'installa dans une banquette au centre de la salle. Les agents l'observèrent terminer son repas, rassembler ses déchets dans le sac brun, se lever et se diriger vers la poubelle près de la sortie. Il posa le sac sur le dessus, exactement comme lors des échanges précédents, puis quitta le restaurant. Le sac resta visible intact pendant 1 minute, puis 2, puis 5. Depuis la camionnette de surveillance, Kellerman sentit son rythme cardiaque s'accélérer à mesure que les minutes défilaient sans aucun signe de Victor. 10 minutes passèrent, puis 15. Le sac restait là, personne ne l'approchait. Des clients entraient et sortaient, certains jetant un coup d'œil au sac en déposant leurs propres déchets, mais aucun ne le prenait. Au bout de 20 minutes, Kellerman dut accepter ce qui devenait évident, Victor ne viendrait pas. La décision fut prise de faire récupérer le sac par l'un des agents infiltrés et l'opération fut officiellement annulée. Durant les 3 semaines suivantes, la surveillance continua au McDonald's pendant les heures habituelles des échanges. Mais Victor ne réapparut jamais. Les agents surveillèrent également la boîte aux lettres et le poteau électrique pour détecter un éventuel signal destiné à Baker, mais il n'y eut rien, aucune marque, aucun signe montrant que Victor restait actif ou même présent dans la région. L'enquête du FBI sur Victor se poursuivit plusieurs années encore, avec des réexamens périodiques du dossier et des tentatives pour associer la description de Baker à de nouveaux agents soviétiques identifiés, mais aucune piste significative n'émergea. Baker fut interrogé à plusieurs reprises. Au fil des ans, y compris par des spécialistes du contre-espionnage de la CIA, qui espéraient qu'il se souviendrait de détails supplémentaires sur l'apparence, la voix ou les comportements de Victor, pouvant être recoupés avec d'autres enquêtes en cours. Mais Baker répéta sans cesse qu'il avait déjà tout dit, et que Victor avait été extrêmement prudent, ne révélant pratiquement rien sur sa véritable identité ou ses antécédents. David Alan Baker fut inculpé de plusieurs chefs d'espionnage, en vertu du titre 18 du Code des États-Unis. Et en mars 1979, après des semaines de négociations entre son avocat et les procureurs fédéraux, il plaida coupable de divulgation non autorisée d'informations classifiées à une puissance étrangère. Le 12 avril 1979, Baker comparaît devant un juge fédéral du district Est de la Virginie pour son audience de condamnation. Durant l'audience, son avocat plaida la clémence, affirmant que Baker avait été manipulé et contraint par un agent de renseignement étranger hautement qualifié, qu'il avait pleinement coopéré avec les enquêteurs après son arrestation et qu'il exprimait de véritables remords pour ses actes. Les procureurs fédéraux répliquèrent que Baker avait été motivé principalement par l'avidité qu'il avait reçu plusieurs milliers de dollars sur plus de 2 ans pour trahir son pays et que sa coopération n'avait finalement mené à aucune information exploitable concernant Victor ou le réseau soviétique opérant dans la région de Washington. Le juge, après avoir examiné les preuves et entendu les arguments des 2 parties, condamna David Baker à 18 ans de prison fédérale, soulignant que ses actions avaient mis en danger la sécurité nationale des États-Unis et que la peine réduite qu'il aurait pu recevoir en échange de sa coopération
était compromise par le fait que celle-ci n'avait conduit à aucune arrestation supplémentaire. Baker purgerait en fin de compte 11 ans et demi avant d'être libéré sur parole en novembre 1990. Le McDonald's d'Alexandria resta ouvert encore une vingtaine d'années après 1978, mais l'opération elle-même, ce dead drop, qui avait fonctionné sans accroc, était terminée, et elle avait pris fin, non pas grâce à un travail sophistiqué de contre-espionnage ou à une avancée technologique en matière de surveillance, mais simplement parce qu'une employée, attentive, avait remarqué qu'un homme laissait systématiquement son sac sur le dessus d'une poubelle et avait décidé que cela méritait d'être examiné de plus près.